Tout le restaurant retint son souffle. Federico Greco, le don à la retraite qui avait bâti la moitié du monde souterrain de Chicago, venait d'enfreindre la seule règle sacrée. On ne touche pas au personnel. Il la croyait fragile. Il la croyait impuissante. Il se trompait lourdement. Au lieu de se recroqueviller, Maria Puglisi redressa le dos et lui asséna une gifle si violente qu'elle résonna sur les murs de marbre comme un coup de feu. Le vieil homme tituba en arrière, le choc se lisant sur son visage buriné. Mais ce n'est pas le coup qui paralysa la salle. C'est ce qui suivit. Alors qu'Antonio Greco, le patron actuel et fils de Federico, se levait de sa chaise comme une vague de violence, la main déjà tendue vers le pistolet sous sa veste sur mesure. Maria le fixa du regard, sans crainte, sans regret. Elle se pencha en avant et murmura un seul mot dans un dialecte si ancien et si interdit qu'il n'avait pas été prononcé dans ces salles depuis 3 générations. Malagne, chair pourrie, sang infecté, l'accusation ultime. La main d'Antonio se figea à mi-chemin et les visages des anciens qui comprirent pas l'heure. Dans ce moment de silence cristallisé, tout le monde à l'Edgema réalisa la même terrible vérité. Ce n'était pas seulement une serveuse. Elle était le jugement d'un passé qu'ils avaient tenté d'enterrer. Elle portait une vérité qui allait soit les sauver tous, soit réduire l'Empire Greco en cendres. Et dehors, dans l'obscurité grandissante, le cartel Serpent se mettait déjà en position. L'Egma ne ressemblait pas à une forteresse. C'était justement le but. Depuis la rue, il ressemblait à n'importe quel autre restaurant italien hors de prix de la Gold Coast de Chicago. Des baies vitrées allant du sol au plafond, des ampoules Edison suspendues comme des étoiles capturées et suffisamment de briques apparentes pour satisfaire l'esthétique Instagram de tous les blogueurs culinaires. Mais Maria savait mieux que quiconque. Elle avait passé 3 mois à découvrir tous les secrets que recelait le bâtiment. Les fenêtres étaient en verre pare-balles de 5 cm d'épaisseur. Les briques apparentes dissimulaient des plaques de renfort en acier. L'élégante cave à vin avait une deuxième porte qui donnait sur une armurerie. Même les sols en marbre avaient été choisis pour une raison précise. Ils n'absorbaient pas facilement le sang. L'EMA était l'endroit où la pègre de Chicago venait mener ses affaires dans l'illusion de la civilisation. Des accords y étaient conclus. Les territoires y étaient divisés autour d'un tiramisu, et tout le monde prétendait être simplement des hommes d'affaires prospères, appréciant un bon repas, et non des prédateurs rangeant temporairement leurs griffes. Maria se déplaçait dans la salle à manger comme de la fumée. Ses pas étaient silencieux, sa présence facilement oubliée. Elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité au cours de ces longs mois. Ses épaules légèrement voûtées, ses yeux baissés, son sourire contrit faisaient que les hommes puissants ne voyaient qu'à travers elle. Ils voyaient l'uniforme, pas la femme. Ils voyaient le tablier, pas l'arsenal de rage à peine contenu en dessous. À la table centrale était assis Federico Greco, tenant sa cour comme un empereur en exil. La retraite n'avait pas atténué son appétit de cruauté. Elle l'avait simplement affiné. Sans empire à terroriser, il tournait son venin vers des cibles plus modestes. Les serveurs, les valets, tous ceux qui ne pouvaient pas riposter. « Vous appelez ça un barreau ?» La voix de Federico résonnait délibérément fort dans le restaurant. Il tenait le verre de vin comme la preuve d'un crime, le faisant tourner avec un dégoût théâtral. « C'est de la pisse, et mon grand-père n'aurait pas lavé ses pieds avec ça. » Le sommelier, un homme maigre comme un clou nommé Marcus, qui avait une fille à l'université, pâlit. Maria regardait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine tandis que Marcus balbutiait des excuses, proposant d'apporter autre chose. N'importe quoi d'autre, Federico le laissa bredouiller pendant exactement 30 secondes avant de le chasser d'un geste de la main comme s'il s'agissait d'un insecte. « Tu vois ça, Antonio? » Federico se tourna vers son fils avec la condescendance d'un professeur. C'est pourquoi les anciennes méthodes sont importantes. Le respect ne s'obtient plus. Il faut le faire respecter à la force du poing. Antonio Greco était assis à la droite de son père, incarnant la violence maîtrisée, vêtu d'un costume à 15 000 $. Là où Federico était tout en cruauté théâtrale, Antonio était un point fermé. Il n'avait pas besoin d'élever la voix. Les tatouages qui remontaient le long de son cou sous son col en disaient un long sur ses origines. Le PC Philippe sur son poignet indiquait où il était arrivé, et les corps enterrés dans du béton à travers 3 États indiquaient le prix de ce voyage.
Les anciennes méthodes ont construit tout ce que nous avons, disait Antonio, sa voix portant la certitude inébranlable d'un vrai croyant. Il avait passé toute sa vie à essayer de gagner la fierté de son père, et ce désespoir s'était transformé en doctrine. Tout ce que Federico disait était parole d'évangile. Tout ce que Federico faisait était justifié. Maria remplissait les verres d'eau à la table voisine, les mains fermes, la respiration contrôlée. Elle avait attendu ce moment pendant des années. Pas l'explosion, mais le fait d'observer, de voir. Elle avait besoin qu'Antonio comprenne qui était vraiment son père avant que la vérité ne lui explose au visage. Sinon, il mourrait en défendant un monstre, sans jamais savoir qu'il avait gaspillé sa loyauté pour de la chair en décomposition. Autour d'eux, le restaurant bourdonnait d'une prospérité dangereuse. À la table 6, un conseiller municipal riait trop fort à une blague d'un homme qui détenait la moitié des contrats de gestion des déchets dans l'Illinois. À la table 9, deux hommes vêtus de costumes identiques de la marine discutaient de logistique en utilisant des euphémismes fades pour parler de meurtre. Près du bar, une femme vêtue d'une robe qui coûtait plus cher que la maison d'enfance de Maria sirotait du champagne pendant que son mari négociait la distribution d'opioïdes sur ordonnance sous le couvert d'une transaction immobilière. C'était là le véritable objectif de l'EGMA, non pas la nourriture, mais le théâtre. Une scène où les criminels pouvaient prétendre être légitimes, où l'argent sale pouvait être blanchi grâce au rituel d'un dîner raffiné, où tout le monde s'accordait sur l'illusion collective qu'ils étaient civilisés. De Federico claqua des doigts en direction de Maria sans la regarder. « Toi, la timide, une autre bouteille, et cette fois, essaye de ne pas m'apporter de piquette. » Maria s'approcha, la tête baissée, marchant prudemment, toute sa posture exprimant la soumission. À l'intérieur, elle comptait les sorties, comptait les minutes, comptait les hommes dans la pièce qui devraient mourir lorsque la vérité éclaterait enfin. « Oui, monsieur », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Federico ne lui jeta même pas un regard. Elle était un meuble, une servante insignifiante. Parfait. Maria retourna à la cuisine, son reflet se reflétant dans l'acier poli de la fenêtre passe-plat. Pendant un instant, elle laissa son masque tomber. La femme qui la regardait n'était pas du tout fragile. Elle était une lame, attendant le moment parfait pour frapper. Cela se produisit pendant le dessert. C'était lorsque Federico avait atteint le niveau dangereux entre Grandio et Unhinged. Maria était en train de débarrasser les assiettes d'apéritifs de la table 4 lorsqu'elle entendit le bruit de la casse. Federico avait balayé la table de son bras, en voyant une panna cotta parfaitement dressée glisser sur le sol où elle explosa en crème et en porcelaine brisée. Le vieil homme Dawn était maintenant debout, vacillant légèrement, le visage rougi par l'alcool et quelque chose de plus sombre. « C'est exactement ce dont je parle », annonça Federico à la salle comme s'il avait orchestré le désordre pour prouver un point philosophique. Plus aucune norme, plus aucune fierté, juste de la médiocrité servie dans des assiettes hors de prix. Maria s'est dirigée vers le désastre avec un chiffon, les yeux baissés, les gestes efficaces. Elle avait déjà nettoyé pire. Elle avait déjà survécu à pire. Encore un peu, se dit-elle. Attends le bon moment. Mais Federico avait d'autres plans. Il tendit brusquement la main et lui saisit le poignet alors qu'elle se baissait pour ramasser la porcelaine brisée. Malgré son âge, sa poigne était d'une force de fer, celle d'un homme qui avait étranglé sa première victime à 19 ans et n'avait jamais oublié la satisfaction qu'il en avait tirée. « Regarde-moi quand je te parle », siffla-t-il en la tirant vers le haut. Le bruit ambiant du restaurant, les couverts sur la porcelaine, les conversations murmurées, la playlist acoustique diffusée par des haut-parleurs cachés, tout s'arrêta instantanément. Maria sentit 30 paires d'yeux se poser sur elle. La chaise d'Antonio racla le marbre lorsqu'il se retourna pour regarder. « Tu penses pouvoir m'ignorer » L'haleine de Federico empestait le beau et la pourriture. « Tu penses que parce que tu es une petite fragile » Il ne termina jamais sa phrase. La main libre de Maria décrivit un arc parfait, sa paume ouverte frappant la joue de Federico avec un bruit semblable à celui d'une porte en bois, claquant dans une cathédrale vide. La force de ce coup n'était pas seulement physique. Elle était métaphysique, une violation des lois naturelles. À l'EGMA, on ne touchait pas les gosses. On ne touchait surtout pas le patriarche qui avait bâti l'Empire. Mais Maria venait de réécrire les règles de la réalité. Federico trébucha en arrière, lâchant son poignet, sa main se portant à son visage.
où une empreinte cramoisie s'épanouissait déjà sur sa peau fine comme du papier. Ses yeux étaient écarquillés de choc, sa bouche articulait sans bruit, son cerveau luttait pour comprendre un événement qui ne devrait pas exister dans son univers. Le restaurant avait complètement cessé de respirer. Antonio Greco se leva de sa chaise comme une force de la nature prenant conscience. 1,90 mètres de violence concentrée, se déplaçant avec la grâce terrifiante d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Sa main disparut dans sa veste, ses doigts se refermant sur la crosse du Beretta qu'il gardait dans un étui d'épaule sur mesure, celui qui avait mis fin à 9 vies au cours des 14 derniers mois. Maria ne courut pas, ne broncha pas, ne s'excusa pas. Elle se tourna pour faire face à Antonio, et pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler chez Legma, elle le laissa la voir telle qu'elle était. Pas la serveuse docile, pas la servante invisible, mais la vraie femme sous le déguisement soigneusement construit, leurs yeux rivés l'un sur l'autre. La main d'Antonio se figea à mi-chemin de son arme. Quelque chose dans son regard déclencha un instinct ancien qui contourna la pensée consciente. Ce n'était pas le comportement d'une proie, c'était tout autre chose. Maria fit un pas vers lui, non pas pour s'éloigner, mais pour se rapprocher, réduisant la distance entre eux, jusqu'à pouvoir sentir son eau de Cologne et voir la confusion vaciller sous sa rage. Puis elle se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, se propagea dans tous les coins du restaurant silencieux et prononça un seul mot dans un dialecte si ancien qu'Antonio ne l'avait entendu qu'une seule fois auparavant, de la bouche de sa grand-mère à la fin de sa vie. Malachon. Le mot resta suspendu dans l'air comme une malédiction matérialisée en son. Chair pourrie, sang infecté. L'ancienne accusation utilisée par la vieille garde pour identifier un traître au sein de sa propre lignée. Un cancer qui se développait au cœur de l'arbre généalogique. Le visage d'Antonio devint livide. Sa main lâcha complètement son arme, qui pendait mollement à son côté. Dans la salle, la poignée d'hommes assez âgés pour se souvenir des anciennes coutumes sentirent leur sang se glacer. Mais ce mot n'était pas lancé à la légère. Ce n'était pas une insulte. C'était un diagnostic, une déclaration de lignée malade. Maria soutint le regard d'Antonio, observant la confusion se dessiner sur son visage. Il connaissait ce mot. Il savait ce qu'il signifiait. Mais il ne comprenait pas pourquoi cette serveuse, cette inconnue, osait le prononcer en référence à sa famille. « Qu'avez-vous dit » La voix d'Antonio était à peine audible, dépourvue de son autorité habituelle. Derrière lui, Federico avait retrouvé sa voix, aiguë et tendue d'indignation. « Antonio, tu es là tout de suite. » Mais Antonio n'écoutait plus son père. Il fixait Maria, la voyant vraiment pour la première fois, observant les pièces d'un puzzle dont il ignorait l'existence commencer à s'assembler pour former une image qu'il n'était pas prêt à voir. Maria pencha légèrement la tête, l'expression indéchiffrable. « Demande-lui, dit-elle doucement en faisant un signe de tête vers Federico. Demande-lui ce qu'il a fait à la famille Pouli en 1997. » Le nom explosa dans la pièce comme une grenade. Le bouton d'alarme n'était pas visible pour les clients. Il était encastré sous le comptoir d'accueil, dissimulé sous une tête de clous décorative dans le bois recyclé. Marcus, le sommelier, avait observé toute la confrontation avec une horreur grandissante. Et dès que Maria prononça le nom Puglisi, son instinct de survie prit le dessus sur sa peur des Greco. Sa main s'abattit sur le bouton. La transformation du legma fut instantanée et totale. Des volets en acier tombèrent des compartiments cachés au-dessus des fenêtres dans un grincement mécanique, s'enfonçant dans des fentes renforcées au sol avec la finalité d'un plafond de tombeau. Les élégantes ampoules Edison furent éteintes ou remplacées par un éclairage de secours rouge vif qui transforma le restaurant en quelque chose ressemblant à l'intérieur d'un sous-marin. Les serrures magnétiques de la porte d'entrée s'enclenchèrent avec un bruit métallique qui résonna comme le marteau d'un juge. Elles furent inscrites pendant exactement 3 secondes. Le seul bruit était le sifflement hydraulique du système de sécurité achevant sa séquence de verrouillage. Puis la main d'Antonio retourna vers son arme. Cette fois, il la sortit complètement, le Beretta sortant de son étui et se dirigeant vers le centre de Maria. « Qu'est-ce que tu viens de faire? » Les vitres avant explosèrent vers l'intérieur, mais elles ne se brisèrent pas. Le verre balistique tint bon, mais l'impact fut apocalyptique. Des tirs de mitrailleuses lourdes balayèrent les volets en acier,
et les fenêtres renforcées. Le bruit ressemblait à la fin du monde en temps réel. Les balles de calibre 50 martelaient la façade du bâtiment dans une rafale soutenue qui semblait durer éternellement, mais qui n'a probablement duré que 5 secondes. Le restaurant a sombré dans le chaos. Les clients se sont jetés au sol. Les chaises se sont renversées. Une femme a crié. Le conseiller municipal s'est glissé sous sa table, sa veste de costume coûteuse jetée sur sa tête, comme si la laine italienne pouvait arrêter les balles. Antonio s'accroupit en position de combat, son arme pointée vers l'entrée principale, son corps tout entier passant en un instant de la rage contre Maria à une évaluation tactique. C'était pour cela qu'il avait été entraîné. C'était pour cela qu'il avait été formé. Les serpents, grogna-t-il, reconnaissant le bruit du M2 Browning qu'ils utilisaient pour les attaques de choc et de destruction. Ils nous attaquent ici maintenant. Il était déjà en mouvement. Sa voix tranchait dans la panique avec l'autorité d'un homme qui avait survécu à 3 guerres de gang. Tout le monde au sol, loin des fenêtres, dans la cuisine maintenant. Son équipe surgit de parmi les clients. 4 hommes qui avaient été positionnés dans tout le restaurant, déguisés en clients. Ils se déplaçaient avec une efficacité rodée, sortant leurs armes de leurs étuis à la cheville et de leur position de port dissimulée, formant un périmètre défensif autour d'Antonio. Une autre rafale de coupe de feu accompagnait cette fois du bruit caractéristique d'un lance-roquette. Le bâtiment trembla lorsque l'ogive frappa la porte d'entrée renforcée. L'explosion fut contenue mais dévastatrice. La porte tint bon mais se déforma de 15 cm vers l'intérieur. De la fumée commença à s'infiltrer par les interstices. Federico avait rampé derrière la table centrale renversée. Sa bravade initiale avait fait place à la panique d'un homme qui se souvenait qu'il était mortel. « Antonio, sors-moi d'ici. Il doit y avoir une sortie arrière. » Mais Antonio ne regardait pas son père. Il regardait Maria. Elle n'avait pas bougé. Alors que tout le monde s'était jeté au sol ou avait cherché à se mettre à l'abri, elle était restée exactement où elle était, la lumière rouge des lampes de secours la peignant dans des nuances de sang et d'ombre. Son expression était parfaitement calme, ni choquée, ni effrayée. Elle s'y attendait. « C'est une guerre de territoire », dit Antonio d'une voix dure et assurée. Les serpents passent à l'action. Ils essaient de décapiter notre opération d'un seul coup. Son esprit tactique passait déjà en revue les scénarios possibles, calculait les chances, planifiait la défense. Nous les retenons jusqu'à l'arrivée de nos renforts. 40 minutes, peut-être moins. « Non », dit Maria doucement. Ce simple mot trancha le chaos comme un scalpel. Antonio plissa les yeux. Quoi? Ce n'est pas une guerre de territoire. Maria fit un pas vers lui, la voix calme malgré les coups de feu qui continuaient à faire vibrer les volets. Ils ne sont pas là pour le territoire, Antonio. Ils sont là pour une exécution. Dehors, les coupes de feu cessèrent. Le silence soudain était en quelque sorte pire que le bruit. Pendant cette brève accalmie, ils pouvaient entendre des voix crier en espagnol, le bruit des véhicules se repositionnant, le cliquetis métallique des nouvelles cartouches chargées dans les ceintures. « Ils se regroupent », dit l'un des hommes d'Antonio. « Ils se préparent à entrer. » La voix de Federico s'éleva derrière la table, aiguë et désespérée. « Antonio, écoute-moi. Ce ne sont que des affaires, juste une question de territoire. Ils le savent. » Les yeux de Maria ne quittaient pas le visage d'Antonio. « Ted, ils savent que ton père les a vendus. Il a tout donné au FB, les noms, les origines, les plans. Il y a 3 mois, Federico a conclu un accord pour sauver sa peau. Et maintenant, les serpents sont là pour récupérer leur dû. » La température dans la pièce baissa de 20 degrés Celsius. La main d'Antonio qui tenait l'arme trembla légèrement, le canon oscillant entre Maria et son père. « C'est un mensonge. »« Vraiment? » Maria inclina la tête vers l'avant du bâtiment. « Comment ont-ils su que vous seriez tous ici ce soir? Comment ont-ils su exactement quand frapper? Comment ont-ils eu connaissance du système de sécurité et sont-ils venus préparés avec des armes lourdes? » Federico secouait frénétiquement la tête. Elle ment. Elle est l'une d'entre eux. C'est elle qui a déclenché tout ça. Le bâtiment trembla lorsqu'un autre tir de RPG atteignit sa cible. Si vous êtes toujours à l'écoute, j'aimerais savoir d'où vous regardez dans les commentaires et vous remercierai de bien vouloir liker et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci. Continuons. La main d'Antonio se referma sur le biceps de Maria comme un étau,
la tirant en arrière à travers les portes battantes de la cuisine tandis que son équipe maintenait la ligne de défense dans la salle à manger. La cuisine était entièrement en acier inoxydable et éclairée par une lumière fluorescente crue. Ici, pas de romantisme, juste la machinerie brutale de la préparation commerciale des aliments. Il la plaqua contre la porte du congélateur avec une force suffisante pour lui faire claquer des dents. Le canon du Beretta était appuyé contre sa tempe avec suffisamment de force pour laisser une marque circulaire sur sa peau. « Commence à parler, » dit Antonio, d'une voix réduite à une pure menace. « Tu as 30 secondes pour m'expliquer pourquoi je ne devrais pas peindre ce congélateur avec ta matière cérébrale. » Derrière eux. Federico trébucha en franchissant les portes de la cuisine, soutenu par l'un des hommes d'Antonio. Le visage du vieux Don était encore rouge, mais la peur avait remplacé la rougeur du vin par quelque chose de plus primitif. « Ne l'écoute pas, Antonio. Elle se joue de toi. C'est une stratégie classique pour diviser et conquérir. Tais-toi. » Antonio ne quittait pas Maria des yeux. « Parle maintenant. » Maria soutint son regard sans broncher, même avec le pistolet appuyé contre son crâne. Quand elle parla, sa voix était étrangement calme. Le ton de quelqu'un qui délivre un diagnostic médical plutôt que de se battre pour sa vie. « Il y a 3 mois, ton père a été emmené par le FBI dans un hôtel à Evanston. Pas arrêté, emmené. Il y a une différence. » Elle fit une pause alors qu'une autre explosion secouait le bâtiment. De la poussière de plâtre tombait des dalles du plafond. Ils avaient assez pour le mettre en prison à vie. Racket ou complot. Ils pouvaient prouver 3 meurtres, mais ils lui ont proposé un marché. « Des mensonges !» cracha Federico. « Antonio, c'est elle. » Le marché consistait en l'immunité en échange d'informations sur les opérations du cartel Serpent à Chicago. Maria continua comme si Federico n'avait rien dit. Il leur a tout donné. L'emplacement des entrepôts, les réseaux de distribution, les noms de tous les membres du cartel Serpent opérant au nord de Roosevelt Road. 47 arrestations ont suivi. 47. Antonio serra les mâchoires, mais le pistolet ne vacilla pas. Pourquoi les fédéraux auraient-ils laissé les Serpents savoir d'où provenaient les informations? Ils n'avaient pas besoin de le faire. Les lèvres de Maria esquissèrent quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Ton père n'est pas aussi intelligent qu'il le croit. Il a utilisé son téléphone personnel pour organiser 2 des réunions avec son contact. Les Serpents ont des informateurs au sein des entreprises de télécommunications. En consultant les enregistrements, ils ont vu les appels vers des numéros connus du FBI. Federico s'avança, haussant le ton. « C'est fou. Antonio, je suis ton père. Est-ce que je te trahirais? »« Montre-lui ton téléphone, » dit Maria doucement. La cuisine devint silencieuse, à l'exception du bruit lointain des coupes de feu et des hommes criant leur position tactique dans la salle à manger. « Quoi? » Le visage de Federico pâlit. « Ton téléphone, » répéta Maria. « Le téléphone jetable que tu gardes dans la poche gauche de ta veste. Celui que tu as vérifié 17 fois ce soir. Montre à ton fils ce qu'il y a dessus. » La main libre d'Antonio se tendit, attrapa la veste de son père et fouilla dans la poche avant que Federico n'ait le temps de réagir. Le vieil homme tenta de se dégager, mais Antonio était plus rapide, plus fort et désormais très intéressé par ce qui nécessitait une telle protection. Le téléphone était un modèle prépayé bon marché, du genre de ceux que l'on achète dans les stations-service et que l'on jette au bout d'une semaine. Antonio l'ouvrit avec son pouce, ses yeux parcourant l'historique limité des appels. Son visage ne se transforma pas en rage, mais en quelque chose de pire. La compréhension, l'effondrement d'une vision du monde. « Ce sont des numéros du FBI, » dit Antonio d'une voix creuse. « Bon sang, ce sont des numéros du FBI, » Antonio m'écoutait. Federico avait maintenant les mains en l'air, apaisant, désespéré. « Je devais le faire. Vous ne comprenez pas. Ils avaient des preuves. De vraies preuves. Je risquais la prison à vie. Je nous protégeais, je protégeais la famille. Tu leur as donné les serpents pour te sauver. » La voix d'Antonio était sans vie. « Et maintenant, les serpents sont là pour te rendre l'appareil. » Ça devait être propre. Le sang-froid de Federico s'effondra complètement. Je leur ai donné les serpents, ils devaient les éliminer, et nous nous étendrions sur leur territoire. C'était une stratégie, Antonio. C'était du business. Tu ne m'as rien dit. Le pistolet appuyait plus fort contre la tempe de Maria,
Mais Antonio regardait maintenant son père. Tu as passé un accord avec le FBI et tu ne m'en as pas parlé. Maria parlait avec précaution, consciente qu'elle se tenait entre un homme armé et sa réalité qui s'effondrait. Il ne t'en a pas parlé parce qu'il savait que tu n'approuverais jamais. Tu crois toujours au code? Ou un entre-voleur? Les vieilles méthodes dont ton père aime tant parler. Elle fit une pause. Il allait te laisser prendre le blâme si ça tournait mal. Ce n'est pas Federico qui a commencé. Il y a un deuxième accord. Maria l'interrompit. Vérifie les SMS. Antonio fit défiler l'écran. Sa respiration devint superficielle. Quand il reprit la parole, sa voix était à peine audible. Tu les as livrés à eux. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement, mais l'un des hommes d'Antonio, un homme de main balafré nommé Dante, passa la tête, le visage grave. Patron, ils apportent un bélier. Nous avons peut-être 5 minutes avant qu'ils enfoncent la porte d'entrée. Nous avons besoin de vous ici. Antonio ne bougea pas. Le pistolet était toujours appuyé contre la tête de Maria, mais ses yeux étaient rivés sur son père, observant le visage du vieil homme passer du déni à la justification, puis à la peur à l'état pur. Les SMS, dit Antonio doucement. Ils sont datés d'aujourd'hui. Vous avez contacté votre contact au FBI cet après-midi. Vous leur avez dit où je serai ce soir. Sa voix se brisa. Vous m'avez échangé contre la protection des témoins. Federico ouvrit et ferma la bouche sans émettre le moindre son. Dehors, le bélier frappa la porte d'entrée avec un bruit sourd qui fit trembler tout le bâtiment. Le bélier frappa à nouveau, mais cette fois, la porte d'entrée renforcée cédait dans un grincement métallique. Le bruit des bottes frappant le marbre résonna dans tout le bâtiment. Il n'y avait pas quelques hommes, mais beaucoup. Les serpents ne sondaient plus. Ils affluaient. Antonio baissa enfin son arme de la tempe de Maria, non pas parce qu'il avait décidé de lui faire confiance, mais parce que la menace immédiate était passée du mystère aux mathématiques. Il pouvait entendre au moins une douzaine d'ennemis dans la salle à manger. Son équipe de 4 hommes ne tiendrait pas longtemps. « Patron !» La voix de Dante résonna depuis la salle à manger, ponctuée par des coups de feu. « Nous avons besoin de vous maintenant. » Antonio se dirigea vers les portes de la cuisine, mais Maria tendit brusquement la main et lui attrapa le poignet. Sa poigne était d'une force de fer, entraînée, rien à voir avec le toucher délicat d'une serveuse qui avait passé 3 mois à servir du vin. Tu franchiras ces portes avec seulement tes armes. Pendant tes 90 dernières secondes, dit-elle, laisse-moi te montrer ce qu'est vraiment cette cuisine. Antonio la fixa, l'esprit encore sous le choc de la trahison de son père, essayant de comprendre pourquoi cette femme l'aidait au lieu de laisser les serpents finir le travail. « Qui êtes-vous » Maria retira son tablier d'un seul mouvement fluide, puis tendit la main et arracha les épingles qui retenaient ses cheveux en un chignon docile. Des boucles brunes tombèrent sur ses épaules, transformant son apparence de servante opprimée en quelque chose de complètement différent. Lorsqu'elle parla, sa voix avait perdu toute trace de douceur. « Je m'appelle Maria Pulli. Mon père était Don Giacomo Puglisi. » Elle fit un signe de tête en direction de Federico qui s'était affalé contre le comptoir, brisé et insignifiant. L'homme que ton père a trahi en 1997, l'homme dont ton père a volé l'Empire ou l'homme qui est mort dans une prison fédérale à cause du témoignage que ton père a fourni pour sauver sa peau. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit d'Antonio avec une clarté écœurante. Tu as attendu 28 ans. Maria se dirigea vers la cuisinière industrielle, ses mains volant sur les commandes avec une précision experte. J'avais 7 ans quand ils ont emmené mon père. J'ai passé toute ma vie à apprendre à survivre, à me battre et à tuer des hommes comme ceux qui franchissent cette porte. Elle régla l'huile de la friteuse à la température maximale. Ton père a tout pris à ma famille. Mais toi, elle lui jeta un coup d'œil. Tu n'es qu'une arme entre ses mains. Et en ce moment, nous avons le même ennemi. Des coupes de feu éclatèrent dans la salle à manger, des armes automatiques, à bout portant, le bruit des hommes qui mouraient. Dante apparut dans l'embrasure de la porte, le sang coulant d'une entaille au-dessus de son œil. « Patron, ils ont réussi. On ne peut pas. » Le premier serpent enfonça les portes de la cuisine derrière lui. Un homme de main du MS-13 avec un MAC-10 et suffisamment de tatouages pour raconter toute son histoire criminelle. Il leva son arme vers Antonio. Maria a réagi. Elle a attrapé une poêle en fonte sur la cuisinière et l'a lancée comme un disque. Les 10 kilogrammes de savoir-faire français ont frappé le serpent en plein visage.
lui brisant le nez et le faisant trébucher en arrière contre le cadre de la porte. Avant qu'il ne puisse se remettre, Maria avait parcouru la distance. Un couteau de chef de 25 cm apparaissant dans sa main grâce à une bande magnétique fixée au mur. La lame trouva l'espace entre sa troisième et sa quatrième côte avec une précision chirurgicale. Elle passait déjà à la menace suivante avant même que le premier corps ne touche le sol. 2 autres serpents franchirent les portes. Maria appuya sur un interrupteur mural et le système de lavage chimique au plafond s'activa. Un dégraissant industriel destiné au nettoyage de fin de soirée. Il pulvérisait désormais directement sur le visage des intrus à haute pression. Ils hurlèrent, se griffant les yeux. Maria ne leur laissa pas le temps de se remettre. Un deuxième couteau, une lame à désosser brutale, trouva la gorge du premier homme. Le deuxième tenta de tirer à l'aveuglette, ses balles transperçant l'acier inoxydable et brisant le verre, mais Maria s'était déjà baissée pour éviter sa ligne de tir. Antonio regardait, stupéfait, cette femme qui lui avait servi du vin se transformer en une créature sortie d'un cauchemar. Elle se battait avec l'efficacité de quelqu'un qui aurait étudié la violence comme une thèse de doctorat. Aucun mouvement inutile, aucune hésitation, chaque action avait un but. Elle roula jusqu'à la friteuse, attrapa les poignets avec des serviettes enroulées autour de ses mains et souleva. L'huile de cuisson à 350 degrés. Celsius jaillit dans les airs comme du napalm, atteignant un troisième serpent qui avait commis l'erreur de suivre ses compagnons. Ses cris étaient inhumains. « La cuisine est une arme, dit Maria, haletant mais maîtrisée, le couteau toujours à la main. Il suffit de savoir comment l'utiliser. » Elle désigna les étagères, des produits chimiques de nettoyage sous pression, des attaques à l'acide improvisé, de l'azote liquide pour la congélation rapide, alors jeté au visage. La chambre froide contenait des bonbonnes de CO2 pouvant remplacer l'oxygène dans un espace clos, d'autres bottes dans la salle à manger, d'autres cris. Les serpents se regroupaient. Réalisant que l'intrusion dans la cuisine avait tourné au désastre, Antonio prit une décision. Il se tourna vers Dante et le reste de son équipe. Retraite vers la cuisine. Nous allons nous battre ici. Maria se déplaçait déjà vers la position défensive suivante. Ses yeux calculaient les angles et les armes avec la froide précision d'un ingénieur de guerre. La chambre froide, dit-elle. Nous pouvons les canaliser vers une seule entrée et les piéger. Tu as dit que tu attendais depuis 28 ans, dit Antonio en prenant position à côté d'elle, son beretta pointé vers les portes. Pourquoi m'aider maintenant? Maria vérifia le tranchant de son couteau et lui lança un regard qui contenait des décennies de douleurs comprimées en un seul instant. Parce que les morts ne peuvent pas voir leur père tels qu'ils sont vraiment, dit-elle, et j'ai besoin que tu restes en vie pour comprendre ce que le tien nous a coûté à tous les deux. La cuisine était devenue un abattoir. Antonio se battait derrière le comptoir en acier inoxydable, son beretta tirant par rafale contrôlée. 2 coups, évaluation. 2 autres envoyés professionnels, formés par son père qui avait payé leur entraînement avec l'argent du sang, revenaient pour le sauver des conséquences de la trahison de son père. À côté de lui, Maria se déplaçait avec une violence chorégraphiée par un dieu sadique. Elle avait abandonné les couteaux pour une hache d'incendie tirée du casier d'équipement d'urgence, la maniant avec l'efficacité brutale de quelqu'un qui comprenait que l'élégance était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Un serpent franchit les portes, et elle enfonça la lame dans son épaule, utilisant son poids qui s'effondrait comme bouclier contre les tirs de ses compagnons. Dante était à terre, serrant une blessure à l'estomac, mais continuant à tirer, son sang se mélangeant à l'huile de friture sur le sol carrelé. Les 2 autres membres de l'équipage avaient créé une position de tir croisée, utilisant les fours industriels comme couverture, transformant l'entrée de la cuisine en un entonnoir mortel, mais ils étaient en train de perdre. Pour chaque serpent qu'ils abattaient, 2 autres apparaissaient. Le cartel était devenu préparé pour la guerre et ils avaient les effectifs nécessaires pour la mener. Le chargeur d'Antonio était vide et il se mit à couvert pour le recharger. Ses mains agissaient par réflexe tandis que son esprit envisageait des scénarios de plus en plus désespérés. C'est alors qu'il remarqua son père. Federico s'était retiré dans le coin près de l'entrée de l'entrepôt, supposément pour se mettre à l'abri des tirs. Mais il ne se recroquevillait pas. Il observait. Son regard se posait sans cesse sur la sortie de service, celle qui menait à la ruelle, celle qui contournait le verrouillage de sécurité principal,
car elle avait été conçue comme une issue de secours. Et sa main n'arrêtait pas d'aller dans sa poche. Pas la poche où Antonio avait trouvé le téléphone du FBI, une autre poche. Le nouveau chargeur d'Antonio s'enclencha, mais il ne reprit pas immédiatement le combat. Il observait son père avec la même analyse tactique qu'il aurait utilisée pour évaluer la position d'un ennemi. Federico sortit un téléphone, un autre téléphone jetable. Combien en avait-il? Et il commença à taper avec ses pouces, le visage éclairé par la lueur de l'écran. Maria apparut derrière Antonio, haletante, des éclaboussures de sang sur sa chemise blanche, la transformant en œuvre d'art abstrait. Elle l'avait vu aussi. Il envoie un SMS à quelqu'un, dit-elle doucement, à peine audible malgré les coups de feu. Pendant une fusillade, ton père envoie un SMS à quelqu'un. Un serpent fit 3 pas dans la cuisine avant que Dante ne lui tire 2 balles dans la poitrine. Le corps tomba sur le seuil, créant un obstacle qui ralentirait la vague suivante de quelques précieuses secondes. Mais ces secondes s'écoulaient. Elles s'écoulaient toutes. Quoi? Antonio? La voix de Federico transperça le chaos aigu et tendu. Nous devons nous replier vers la sortie de service. Nous pouvons battre en retraite, regrouper nos forces. Antonio ne répondit pas. Il observait le visage de Federico. Il l'observait vraiment pour la première fois depuis le début du siège. Les yeux du vieil homme étaient trop brillants, ses mouvements trop calculés. Ce n'était pas de la panique, c'était du théâtre. Maria éjecta le chargeur vide de son pistolet. Elle avait pris l'arme d'un des serpents tombés au combat et en avait inséré un nouveau. Il n'a pas assez peur, observa-t-elle. Une personne normale prise au piège dans un siège serait paralysée ou hystérique. Ton père n'est ni l'un ni l'autre. Elle avait raison. Federico était inquiet, certes, mais c'était l'inquiétude d'un homme qui craignait que son plan échoue, pas la terreur d'un homme confronté à une mort certaine. La porte de service vibra légèrement. Ce n'était pas à cause de la bataille, ni parce que quelqu'un la testait de l'extérieur. Le sang d'Antonio se glaça. Les serpents les frappèrent de front avec une force écrasante, les clouant au sol, les rendant désespérés, et Federico ne cessait de jeter des coups d'œil vers la porte arrière. Il continuait à envoyer des SMS, suggérant sans cesse de se replier vers elle. « C'est un piège, » dit Antonio, la prise de conscience se répandant en lui comme un poison. « Ils n'essaient pas seulement de percer nos lignes, ils nous font du mal. » Maria acquiesça d'un air sombre. Il leur avait parlé de la sortie de service. « Il est censé vous y conduire. Ils vous attendront. » Une nouvelle rafale de coupe de feu. L'un des hommes d'Antonio, un jeune nommé Marco, qui venait de faire ses preuves l'année dernière, reçut une balle dans la gorge et s'effondra. Son sang artériel éclaboussa le plafond de motifs Rorschach cramoisi. Il ne restait plus que 3 combattants opérationnels. Antonio, Maria et Dante, ou plutôt celui qui utilisait le comptoir de préparation pour rester debout, le visage grisâtre à cause de la perte de sang. La voix de Federico retentit à nouveau, plus pressante. « Antonio, pour l'amour de Dieu, nous devons passer par l'arrière. C'est notre seule chance. » Mais Antonio se souvenait des paroles de Maria. Malachan, chair pourrie, le cancer de la lignée. Il avait passé toute sa vie à défendre cet homme, à croire en lui, à imposer sa volonté par la violence. Combien de personnes Antonio avait-il blessées parce que son père le lui avait ordonné? Combien de vies avait-il détruites au service d'un mensonge? Le téléphone dans la main de Federico vibra pour signaler l'arrivée d'un message. Le visage du vieil homme prit une expression qu'Antonio n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de soulagement et d'anticipation. « Patron » allaita Dante entre ses dents serrées. « Nous sommes presque à court de munitions. Quoi que nous fassions, nous devons le faire maintenant. » Antonio regarda Maria, ou plutôt elle le regarda, ses yeux sombres n'offrant aucun réconfort, aucune réponse facile, juste la vérité. Son père avait apporté la mort à cette porte. Et maintenant, la mort faisait son œuvre. La situation en matière de munitions était passée de critique à catastrophique. Le Beretta d'Antonio s'enclencha pour la 3e fois sur une chambre vide, et lorsqu'il chercha son dernier chargeur, ses doigts ne trouvèrent que 2 balles qui cliquetaient dans la poche de sa veste. De l'autre côté de la cuisine, Dante avait complètement cessé de tirer. Il était affalé contre le comptoir, respirant faiblement et bruyamment, la blessure à l'estomac ayant fait son œuvre. Le gamin, Marco, était déjà froid, les yeux fixes dans le vide. Il ne restait plus qu'Antonio et Maria,
et les serpents le savaient. L'assaut était passé d'une force écrasante à une pression patiente et ils avaient cessé de se précipiter dans la cuisine pour commencer à tirer par rafale contrôlée, maintenant leur cible à couvert pendant qu'ils manœuvraient pour obtenir de meilleures positions. Professionnels et tactiques, ils savaient que le temps jouait dans leur faveur. Maria s'était repliée vers l'entrée de la chambre froide, utilisant le cadre renforcé de la porte comme couverture. Son pistolet volé était vide, elle l'avait jeté. Elle avait récupéré sa hache d'incendie et ce qui ressemblait à un couperet à viande de qualité commerciale. Des armes médiévales pour une situation médiévale. « Nous devons bouger », dit-elle d'une voix calme, malgré l'impossibilité de leur situation. « Le hall principal. Si nous pouvons retourner dans la salle à manger, nous pourrons utiliser les tables renversées comme couverture, créer une meilleure position défensive. » Antonio savait que c'était un pari désespéré. Le couloir entre la cuisine et la salle à manger était un entonnoir mortel. 6 mètres d'exposition sans couverture, mais rester ici signifiait mourir ici, et il n'avait jamais été du genre à attendre que la mort arrive à son rythme. « À 3, dit-il en chargeant l'une de ses 2 balles restantes. « On bouge vite, restez baissés. » C'est alors qu'il réalisa que son père avait disparu. Le coin où Federico était accroupi était vide. Dans le chaos de la dernière fusillade, alors qu'Antonio était concentré sur le fait de ne pas mourir, le vieil homme s'était volatilisé. Maria le vit sur son visage. Où? Le bruit du métal raclant contre le métal résonna depuis le fond de la cuisine. La sortie de service. Quelqu'un manipulait la serrure de l'intérieur. Maria écarquilla les yeux. Non. Elle réagit avant qu'Antonio n'ait pu comprendre ce qui se passait, sprintant vers l'arrière de la cuisine, sa hache levée. Antonio la suivit, sa dernière balle prête, son esprit acceptant enfin ce que son cœur avait refusé. Son père ouvrait la porte. Ils trouvèrent Federico dans le couloir de service, ses mains s'affairant sur le verrou robuste qui sécurisait la sortie. Le visage du vieil homme était luisant de sueur, ses mouvements frénétiques. Il avait réussi à déverrouiller la première serrure et s'apprêtait à s'attaquer à la seconde lorsque le cri de Maria l'arrêta. « Éloigne-toi de la porte. » Federico se retourna. Et pendant un instant, juste un instant, Antonio vit le vrai visage de son père. Pas celui du patriarche, ni celui du bâtisseur d'empire. Juste celui d'un vieil homme effrayé, prêt à sacrifier n'importe quoi, n'importe qui, pour sauver sa peau. « Antonio, » dit Federico, sa voix prenant le ton autoritaire qu'il avait utilisé tout au long de l'enfance d'Antonio. « Pose ton arme, tu ne comprends pas. J'ai pris des dispositions pour être échangé, » dit Antonio d'un ton neutre. « C'est ce dont parlaient les SMS. C'est pour ça qu'ils attaquent si fort par l'avant. Tu leur as dit que tu me livrerais par la porte de derrière. » Federico leva les mains en signe de supplication. « Ce n'est pas comme ça. J'ai négocié un passage sûr pour nous deux. Ils veulent juste un geste de bonne foi. Ils veulent ma mort, corrigea Antonio. Parce que c'est moi qui dirige réellement l'organisation. C'est moi qui sais où se trouve l'argent, où se déroulent les opérations. Tu es à la retraite depuis 5 ans. Tu n'as plus aucune valeur. » Sa voix était étrangement calme. « Si j'en ai, et tu leur donnes de la chair à canon pour te sauver. » Depuis la cuisine, il pouvait entendre les serpents se regrouper, se préparant à une nouvelle attaque. Le temps se mesurait en secondes. Maria gardait sa hache pointée sur Federico, mais ses yeux se tournaient envers Antonio. Mais il leur a envoyé notre position par SMS pendant tout ce temps. Chaque position défensive que nous avons prise, chaque fois que nous avons bougé, il leur a fourni des informations. Le visage de Federico se tordit de désespoir. « Espèce d'hypocrite! Tu te crois meilleur que moi? Ton père aurait fait la même chose. La survie est tout ce qui compte. La survie est la seule loi. Mon père est mort dans l'honneur, dit Maria doucement, dans une cellule de prison, trahi par toi. Mais il est mort avec son âme intacte. Peux-tu en dire autant? » Le deuxième verrou s'ouvrit sous la manipulation de Federico. La main du vieil homme se tendit vers la poignée de la porte, faisant son choix final. La dernière balle d'Antonio l'atteignit à l'épaule, le faisant tournoyer loin de la porte. Federico heurta le mur dans un cri de douleur et de choc, serrant sa blessure, fixant son fils avec une trahison incompréhensible. « Tu m'as tiré dessus, » allaita Federico. « Ton propre père. Tu m'as tué en premier, » dit Antonio. « Tu voulais juste que je meure après t'être mis en sécurité. »
À l'extérieur de la sortie de service, il pouvait entendre du bruit. Des voix en espagnol. Les serpents étaient déjà en position, attendant que la porte s'ouvre, attendant que le vieil homme livre son fils comme un sacrifice pour apaiser les dieux de la survie. Maria se dirigea vers la porte et, silencieusement, réenclencha soigneusement les deux serrures. Antonio fixait son père, affalé contre le mur, le sang coulant entre les doigts de Federico qui serrait son épaule blessée. Les yeux du vieil homme étaient hagards, passant de son fils à la porte refermée, son esprit essayant de calculer une issue qui n'existait plus. « Antonio, je t'en prie. » La voix de Federico avait perdu toute autorité. C'était une supplication, pure et simple. « Je suis ton père. Le sang est le sang. Tu ne peux pas simplement... » « Le sang est le sang, » répéta Antonio d'une voix creuse. Il baissa les yeux vers le Beretta qu'il tenait dans sa main. Le chargeur vide. L'âme n'était plus qu'un morceau de métal et de polymère coûteux. C'est ce que tu m'as toujours enseigné. La famille avant tout, la loyauté avant tout, les anciennes traditions. Depuis la cuisine, on entendait le bruit de bottes sur le carrelage. Les serpents avançaient à nouveau, sentant la faiblesse, sentant l'odeur du sang dans l'eau. Maria attrapa le bras d'Antonio. Sa prise était urgente. « Nous devons partir maintenant. Il y a une pièce sécurisée près de la cave à vin, avec des murs renforcés et une ventilation séparée. Nous pouvons nous y réfugier jusqu'à... » « Quoi? » Le rire d'Antonio était amer. « Jusqu'à ce que la police arrive et arrête tout le monde. Jusqu'à ce que ta vendetta soit accomplie. » Mais il était déjà en train de bouger, car rester signifiait mourir. Et un instinct plus profond que la raison exigeait toujours la survie. Federico se releva péniblement en s'appuyant contre le mur. « Emmène-moi avec toi, Antonio. Je suis blessé. Je ne peux pas. Tu ne peux pas me laisser ici. » Antonio s'arrêta, se retourna et regarda son père comme s'il le voyait pour la première fois de sa vie. Ce n'était plus le personnage mythique qui avait bâti un empire sur le sang et la peur. Ce n'était plus le professeur qui lui avait transmis les codes sacrés de l'honneur et du respect. C'était juste un vieil homme qui avait passé des décennies à prêcher la loyauté tout en se préparant à la violer dès que sa propre survie serait menacée. « Sais-tu ce que signifie vraiment Malachan ?» demanda Antonio à voix basse. Federico cligna des yeux, déconcerté par la question, tandis que des coups de feu retentissaient de plus en plus près. « Cela signifie traître ou chair pourrie. » Non. Maria parla depuis l'embrasure de la porte de la cave à vin. Une main posée sur l'interrupteur caché qui révélerait la pièce sécurisée. Cela signifie quelque chose de plus spécifique. C'est ainsi que les anciens appelaient en quelqu'un qui portait une maladie dans sa lignée. Pas une maladie métaphorique, mais une véritable corruption génétique qui empoisonnerait toutes les générations suivantes. Elle regarda Antonio avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Ta grand-mère disait ça à propos de ton père, avant de mourir, avant qu'il ne la fasse taire. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Antonio se souvint des dernières années de sa grand-mère, de son hostilité croissante envers Federico, de sa tentative de lui dire quelque chose lors de sa dernière visite à l'hôpital. Mais son père l'avait interrompu, l'avait renvoyé, et quand il était revenu, elle était sous sédatif. Elle mourut le lendemain. « Elle savait, dit Antonio, elle savait qui tu étais. » Federico se détacha du mur et tituba vers son fils. « Antonio, écoute-moi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour survivre, pour nous garder en vie. Tu crois que ce jeu a des règles? Tu crois qu'il y a de l'honneur à mourir? J'ai construit tout ce que tu possèdes. Tu l'as construit sur la trahison. » La voix d'Antonio était neutre. « Le territoire des Pugliesi que tu as pris en 97, tu ne l'as pas gagné dans une guerre. Tu l'as donné aux fédéraux et tu as ramassé les morceaux. Une stratégie. Les frères Delgado en 2003. Tu les as accusés d'un meurtre qu'ils n'avaient pas commandité. Laisse-moi les tuer et prendre leur route de contrebande. Ils étaient des concurrents, le partenariat Castellano l'année dernière. Tu m'as déconseillé de le faire. Tu as dit qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. » Les yeux d'Antonio étaient morts, mais ce n'était pas une question de confiance. C'était parce qu'ils avaient compris qui vous étiez, qui vous aviez toujours été. Le visage de Federico passa par toutes les émotions. La colère, la peur, le désespoir, avant de se fixer sur un terrible calcul. Quand il reprit la parole, sa voix avait changé. Plus de supplication.
C'était la voix d'un homme jouant sa dernière carte. Vous avez besoin de moi, dit Federico. Je suis le seul à savoir où tous les cadavres sont enterrés. Littéralement, je suis le seul à pouvoir te dire quels flics sont achetés, quels juges sont à nous, quels agents du FBI y prennent notre argent. Si tu me tues, tu perds tout ça. Antonio sentit quelque chose se briser en lui. Pas de façon dramatique, ni violente, juste un craquement silencieux, comme une corde qui finit par céder après des années de tension. « Je ne vais pas te tuer, » dit-il. Le soulagement envahit le visage de Federico. « Dieu merci, merci Maria. » Ouvre la pièce sécurisée. Le panneau mural à côté de la cave à vin s'ouvrit dans un sifflement hydraulique, révélant une porte en acier renforcée derrière lui. Maria disparut à l'intérieur. Antonio la suivit. « Antonio. » Federico se précipita vers l'avant. « Antonio, attends. » Antonio s'arrêta sur le seuil et se retourna. Son père se découpait en silhouette dans le couloir, éclairé par l'éclairage de secours, le bruit de l'avancée du serpent devenant de plus en plus fort derrière lui. « Tu m'as appris que les actions ont des conséquences, » dit Antonio. « Que dans notre monde, les dettes doivent être payées. Tu as vendu les Puglisus, tu as vendu les serpents, tu as essayé de me vendre. » Il fit une pause. « Maintenant, paye ta dette. Tu ne peux pas me laisser ici, ils vont me tuer. » « Je sais. » Antonio franchit la porte. Maria était déjà devant le panneau de contrôle, le doigt suspendu au-dessus du mécanisme de verrouillage. Elle regarda Antonio, lui donnant une dernière chance de changer d'avis. Il acquiesça. La porte en acier commença à se fermer avec une précision mécanique. À travers l'espace qui se rétrécissait, Antonio vit le visage de son père passer de l'incrédulité à la compréhension, puis à une terreur animale pure. Federico se jeta contre la porte qui se refermait, oubliant son épaule blessée, criant le nom de son fils. La porte se referma avec un bruit sourd définitif. Dehors, ils entendirent les pointes de Federico marteler l'acier, sa voix étouffée, mais toujours audible. « Antonio, Antonio, s'il te plaît, je suis ton père. » Puis plus fort, les serpents atteignant le couloir de la cave à vin, puis des coupes de feu, puis le silence. Antonio se tenait face à la porte scellée, son reflet le regardant depuis sa surface polie. Il ressemblait à son père. La même mâchoire, les mêmes yeux, le même sang. Malachant. Maria se tenait à côté de lui dans la petite pièce sécurisée, sans rien dire, lui laissant l'espace nécessaire pour assimiler l'abandon de Patricide. « Combien de temps pouvons-nous rester ici ?» demanda Antonio d'une voix mécanique. « 72 heures, peut-être plus. La police va venir. » Finalement, l'alarme silencieuse fut envoyée à 3 postes différents. Antonio acquiesça lentement. Son père avait cessé de crier. Il se demanda si cela signifiait que c'était fini ou si Federico avait simplement manqué d'air pour crier. « Je devrais ressentir quelque chose, » dit-il. La main de Maria se posa sur son épaule. « Tu le ressentiras plus tard, quand le choc sera passé. Que ressentirai-je alors? » Elle resta silencieuse pendant un long moment. Lorsqu'elle parla, sa voix reflétait ses 28 années d'expérience. « Du soulagement, » dit-elle, puis de la culpabilité face à ce soulagement. « Et puis, si vous avez de la chance, quelque chose qui ressemble à la paix. » À l'extérieur de la salle de sécurité, les serpents fouillaient l'Egma, à la recherche de survivants, de réponses, de l'homme qui les avait trahis. Ils trouveraient Federico en premier. Les sirènes retentirent à l'aube. Antonio les entendit à travers le système de ventilation de la salle de sécurité. D'abord lointaines, puis de plus en plus nombreuses, elles finirent par entourer le bâtiment dans un chœur autoritaire qui signifiait que le siège était enfin terminé. Les serpents se disperseraient comme des cafards lorsque les lumières s'allumeraient. Ils le faisaient toujours. Quelle que soit la raison de leur venue, ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient, ou peut-être que si. Maria vérifia les caméras extérieures. Des images granuleuses montraient de la salle à manger, la cuisine, le couloir de la cave à vin, des corps partout, des tables renversées, des impacts de balles dans les murs comme des signes de ponctuation, dans une histoire écrite dans la violence. Le restaurant qui avait été un temple de la civilité criminelle était désormais une scène de crime qui prendrait des semaines à traiter pour les équipes médico-légales. « La voie est libre », dit Maria en posant la main sur la poignée de la porte. « La police sécurise le périmètre. Nous devrions attendre. » La voix d'Antonio résonna après des heures de silence. « Mon père. »
Maria activa la caméra de la cave à vin. L'image était de mauvaise qualité. L'éclairage de secours projetait tout dans des tons rouges et noirs, mais c'était suffisamment clair. Federico Greco gisait recroquevillé au pied de l'escalier de la cave à vin. Son corps était tordu à un angle qui suggérait que la chute n'avait pas été le pire de ce qui lui était arrivé. La mer de sang sous lui était noire à l'image, s'étalant sur le béton comme du vin renversé. Antonio fixa l'écran pendant un long moment. Il attendait le chagrin, le regret, quelque chose qui confirmerait qu'il était encore humain sous les cicatrices de cette vie. Mais tout ce qu'il ressentait était un immense vide résonnant, comme un bâtiment après le départ de tout le monde, où l'on peut enfin entendre la structure elle-même respirer. Est-ce le cas? Antonio ne parvint pas à terminer sa question. Maria fit un zoom avec la caméra. Sa poitrine bougeait à peine. Les serpents l'avaient laissé en vie. Elle marqua une pause. La police le trouvera. Les ambulanciers l'emmèneront au comté. S'il survit, il parlera. Il parle toujours. Le FBI le protégera. Protection des témoins. Un accord. Oui. Antonio acquiesça lentement. Son père vivrait donc après tout dans une banlieue sous un faux nom, passant le reste de ses jours à regarder des jeux télévisés et à se souvenir de l'époque où il était un roi. Cela semblait approprié d'une certaine manière. Federico avait toujours eu plus peur de la mort qu'il n'était capable de l'accepter avec dignité. Il ne pourra jamais revenir, dit Antonio. À Chicago, à la vie. Non, acquiesça Maria. Il est déjà parti. Seul son corps doit encore le rattraper. Elle ouvrit la porte de la salle forte. L'air qui s'engouffra dans la pièce sentait la cordite et le sang, et avait cette odeur particulière des lieux où trop de gens sont morts trop rapidement. Antonio la suivit dans les décombres de l'Egma, ses chaussures craquant sur le verre brisé, ses yeux enregistrant le prix de la dernière trahison de son père. Dante était mort au cours de la nuit. Marco aussi. Bien sûr, les serpents avaient laissé 8 cadavres derrière eux, des hommes qui ne reverraient jamais leur famille parce qu'un vieil homme ne pouvait accepter que son heure était venue. Antonio monta les escaliers jusqu'à la salle à manger. La lumière du matin filtrait à travers les impacts de balles dans les volets en acier, créant des faisceaux lumineux qui capturaient de la poussière et la fumée qui flottait encore dans l'air. La police était maintenant devant la porte d'entrée, criant des ordres, se préparant à entrer de force. Il chercha Maria du regard pour lui dire quoi? Merci de m'avoir sauvé la vie. Merci de m'avoir montré la vérité. Merci de m'avoir forcé à voir que l'homme autour duquel j'avais construit toute mon identité était creux à l'intérieur. Mais elle se dirigeait déjà vers l'arrière du restaurant, loin de la police, loin des questions, des arrestations et des révélations qui allaient suivre. Elle avait récupéré quelque part son tablier, celui qu'elle portait lorsqu'elle était serveuse, le déguisement qu'elle avait conservé pendant 3 mois en attendant ce moment précis. Il était soigneusement plié sur le comptoir du bar, placé avec la même précision qu'elle avait utilisée pour dresser les tables. Maria. La voix d'Antonio l'arrêta à l'entrée de la cuisine. Attente, elle se retourna et, dans la lumière du matin qui filtrait à travers les impacts de balles, il put enfin la voir clairement. Mais pas la serveuse, pas la guerrière. Juste une femme qui avait passé 28 ans à porter le poids de l'héritage de son père, qui avait appris à tuer, à se battre et à survivre. Tout cela pour ce moment de vérité. Tu m'as sauvé la vie, dit Antonio. Tu aurais pu les laisser m'emmener, laisser les serpents achever ce que mon père avait commencé. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Maria sourit, mais c'était un sourire triste et fatigué, sans aucune trace de triomphe, parce que j'avais besoin que tu le voies. Que tu le vois vraiment. Si tu étais mort en le défendant, en croyant en lui, cela aurait été sa dernière victoire. Il serait mort en roi à tes yeux. Elle ajusta le tablier sur le comptoir, lissant un pli qui n'existait pas. Mais maintenant, tu sais, maintenant, tout le monde saura. Ton père ne restera pas dans les mémoires comme un bâtisseur d'empire. On se souviendra de lui comme de Malachant, de la chair pourrie. C'est ce que tu voulais. Ou simplement la vérité. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Les policiers avaient franchi la porte d'entrée, criant des ordres, armes à la main, leurs lampes torches perçant la brume. Antonio entendit son nom, entendit les ordres de se mettre à terre, de montrer ses mains. Il regarda vers la cuisine, mais Maria était déjà partie.
Il ne restait qu'un tablier sur le comptoir et le faible bruit de la porte de service qui se refermait, la même porte que son père avait essayé d'ouvrir, qui lui servait maintenant de voie de fuite. Antonio leva lentement les mains tandis que la police l'encerclait. Il survivrait à cela. Ses avocats gagneraient leurs honoraires. L'empire que son père avait bâti sur la trahison aurait besoin d'une nouvelle fondation qui ne soit pas construite sur la pourriture et les mensonges. Il était désormais le roi incontesté. Le trône était à lui. Il ne s'était jamais senti aussi vide. La vérité a toujours un prix. Dans un monde fondé sur la loyauté, la plus grande trahison vient de ceux en qui nous avons le plus confiance. Maria Puglisi avait passé 28 ans à se préparer pour un seul moment. Pas pour se venger, mais pour révéler la vérité. Parce que parfois, la punition la plus cruelle n'est pas la mort, mais forcer quelqu'un à voir la vérité qu'il a niée toute sa vie. Federico Greco avait bâti un empire sur la trahison et était mort en lâche. Antonio Greco a hérité de cet empire, mais a perdu son père. Et Maria, elle est partie sans rien d'autre que la vérité. Et parfois, c'est tout ce qui compte. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la couronne que vous portez, mais dans les illusions que vous êtes prêt à briser. Si cette histoire vous a amené à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où rien n'est ce qu'il semble être et où la vérité vaut toujours le prix à payer.